Bonjour, bienvenue à vous toutes et tous. Nous vous accueillons dans notre webconférence organisée par Léa.fr et le sujet de ce jour est créer des contenus interactifs en quelques clics avec Knowledge, la solution Knowledge. Cette conférence s'adresse à tous les nouveaux, que vous soyez enseignants en école primaire, maternelle, élémentaire, au collège, au lycée, mais aussi que vous soyez conseiller pédagogique ou documentaliste. Voilà, vous êtes tous les bienvenus pour cette conférence, que cet outil s'adresse à tous les niveaux. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Nejma Bekdim, qui est cofondatrice et directrice produit de Knowledge IA, experte en sciences cognitives appliquées aux apprentissages avec les technologies. Nejma va nous présenter la genèse du projet Knowledge, puis nous allons avoir droit à une visite guidée de cette solution. Enfin, nous vous parlerons en quelques mots de l'expérimentation que nous allons lancer sur notre portail Léa.fr suite à cette présentation. À l'issue de ces présentations, je d'ailleurs poserai les questions que vous aurez pu poster via l'interface. Vous avez un petit onglet questions où vous pouvez poser d'ailleurs dès à présent toutes vos questions. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne webconférence et je passe la parole à Nejma Bekdim. Nejma, c'est à toi. Merci beaucoup Stéphane. Alors, Knowledge, c'est une EdTech des Hauts-de-France. On a été créé en 2019 et depuis 2019, on travaille sur un projet qui est un outil auteur à destination des enseignants et qui permet de générer automatiquement des activités pédagogiques. Et donc, on a travaillé avant l'ouverture de ChatGPT au grand public et donc on a fait un gros travail avec les laboratoires de recherche et également des universités, des écoles et des entreprises pour co-construire le produit avec les enseignants. Aujourd'hui, on compte à peu près 70 000 enseignants qui utilisent notre outil, des enseignants français, mais aussi des enseignants aux États-Unis et partout dans le monde. La solution a été déployée au niveau de la région Île-de-France et de l'Académie de Nancy-Metz sous forme d'expérimentation. Et nous avons également, donc là c'est notre petit moment de gloire, on a reçu plusieurs récompenses, notamment la récompense de la meilleure EdTech au monde à Londres en janvier dernier. Alors ça, c'est pour vous poser un petit peu l'historique de Knowledge. Alors, qu'est-ce qu'on permet de faire exactement? Knowledge AI est un outil auteur qui permet de transformer les ressources éducatives. Donc, ça peut être un PDF, ça peut être une vidéo, un podcast, en activité interactive en quelques minutes. Et donc, on utilise les IA génératives et les sciences cognitives pour assurer de la pertinence des activités générées. Et donc, quand on parle d'activités pédagogiques, ce sont des flashcards, des quiz, des jeux, des glissés-déposés. Toutes ces activités qui vont permettre de mettre l'apprenant en action, on les génère de façon automatique. Notre positionnement, c'est le positionnement d'un outil auteur, donc un outil de conception pour l'enseignant. Les élèves ne viennent pas du tout sur notre plateforme. C'est vraiment l'enseignant qui s'approprie l'outil et qui va ensuite partager les activités sur les plateformes LMS de son choix. Par exemple, sur la région Île-de-France, ils utilisent beaucoup la plateforme ELEA et c'est à partir de cette plateforme que l'enseignant va pouvoir partager les activités. Et donc, comme je vous l'expliquais, on utilise les IA génératives et également l'apport de la recherche en sciences cognitives pour assurer la pertinence des activités qu'on génère, l'objectif étant de favoriser l'apprentissage actif, qui est extrêmement efficace pour les apprentissages et surtout pour un apprentissage durable. Ce qu'on permet de faire grâce à cette IA générative, c'est d'accélérer, de démultiplier le temps de conception. La force de conception est ce qui va permettre de libérer du temps et de pouvoir mettre en pratique des pratiques pédagogiques plus engageantes et plus actives en classe et en dehors de la classe. Et je vais passer à la démo pour vous montrer la tech en action. Alors, ce que vous voyez à l'écran, c'est l'interface Knowledge. Donc, lorsque l'enseignant arrive sur la plateforme, clique sur Créer,
On a plusieurs options en termes de langue. Donc l'anglais, le français, l'italien, l'allemand. Je vais sélectionner le français et j'ai identifié une vidéo sur YouTube sur la cellule. Je m'y connais absolument pas, hein, je précise. Mais alors voilà, j'ai cette vidéo, je prends le lien de cette vidéo et je reviens sur Knowledge. Je tape mon titre. Et donc là, vous avez 3 options. Vous pouvez téléverser un fichier, donc un PDF, un MP4, un MP3, un fichier doc. Vous pouvez utiliser un lien web, et c'est ce que je vais faire avec cette vidéo YouTube, où vous pouvez taper votre propre texte ou récupérer des textes que vous avez sur d'autres documents. Donc là, je copie-colle et je clique sur « Créer un microlearning ». Et donc là, l'IA va passer par plusieurs étapes. La première étape, c'est une étape de transcription. Donc, on va extraire automatiquement le fichier audio de cette vidéo et faire notre propre transcription. On ne récupère pas la transcription de YouTube. À partir de cette transcription, on va passer à l'étape 2, qui est l'étape de compréhension du contenu. Donc, l'IA va comprendre le contenu, identifier les éléments clés et va passer à la 3e étape, qui est la génération des activités. Donc, génération de définition, génération d'un glossaire, génération de quiz, et tout ça de façon automatique. La particularité de notre outil, c'est que comme vous l'avez vu, on part d'une source. Et cette source servira de source de vérité, entre guillemets, pour l'IA. Donc on évite les phénomènes d'hallucination, c'est-à-dire d'erreurs qu'on pourrait retrouver par exemple sur ChatGPT, les phénomènes de biais, puisqu'on force l'IA à générer les activités à partir de ce document source. Et en grande partie, il y a 90% à partir de ce document source. Au bout de quelques minutes d'analyse, là on est sur une vidéo, de combien de temps? Une vidéo de 5 minutes, bon 6 minutes. Pour une vidéo de 6 minutes, il faut à peu près 4 minutes pour arriver au résultat final. Et donc à la fin, ce que vous avez, c'est cette librairie que vous voyez à la gauche, sur la gauche, d'activités interactives, avec le cours tout en un, qui est un livre interactif dans lequel on va retrouver un certain nombre d'activités. Je l'ai ouvert ici en plein écran. Donc ça, c'est ce que voit l'apprenant. On retrouve la transcription qui a été générée automatiquement. Et on a également dans la vidéo ces petits grains que vous voyez là. Ce sont des grains d'interaction qui ont été positionnés automatiquement et au bon endroit par l'IA. Ces grains d'interaction correspondent, pour les tout petits, ces petits grains de sable, aux concepts clés. Donc là, les notions clés ont été détectées par l'IA et Knowledge a généré une définition. Cette définition repose sur ce que dit l'enseignant dans la vidéo, respecte le niveau de langage de l'enseignant et on va venir positionner ce concept au bon endroit, au bon moment dans la vidéo. L'objectif, là, quand je clique sur cellule, je laisse le choix en fait à l'apprenant de cliquer ou pas sur cellule, de se préformer sur cette notion clé s'il ne maîtrise pas la notion. Et lorsque je sors de la définition, je peux continuer à regarder ma vidéo. On a ensuite ces gros grains en plein milieu de la vidéo et à la fin de la vidéo. Ce sont des questions qui ont été générées automatiquement. Là encore, le choix du positionnement n'est pas anodin. L'objectif, c'est de maintenir l'attention de l'élève, de maintenir son engagement. Et donc, en milieu de vidéo, hop, on met sur pause et on va lui demander d'être en action, d'interagir avec le matériel pédagogique, qui est ici la vidéo. Quand on clique sur « Tester vos connaissances », on a des questions, des vrais-faux, des questions à choix unique et des textes à trous. Donc ici, on a une question vrai-faux et j'ai une rétroaction qui est immédiate. Et là, l'objectif aussi d'avoir cette rétroaction immédiate, c'est vraiment venir mettre à jour la connaissance de l'élève, lui faire prendre de conscience de ce qu'il maîtrise et ce qu'il ne maîtrise pas, et aussi lui donner l'opportunité du coup de revenir sur ses erreurs. Donc ça, c'est pour la partie quiz au sein de la vidéo.
toutes les questions qui ont été posées à ce moment-là, ici à ce niveau-là, reposent sur ce que l'enseignant a expliqué bien évidemment en début de vidéo. Et là, l'élève peut continuer et poursuivre le visionnage. Et puis en fin de vidéo, on a encore une fois un moment d'interaction qui est important, encore une fois sur des questions, et qui vont permettre à l'élève de s'auto-questionner et de valider sa connaissance et de mettre à l'épreuve sa connaissance. Donc ça, c'est pour la vidéo interactive. Et en plus de la vidéo, on a un glossaire qui a été généré de façon automatique avec des définitions. On a également des flashcards. Ici, on est sur des flashcards conceptuels. Donc l'objectif de ces flashcards, c'est de venir interroger l'apprenant sur les notions clés du cours. Beaucoup d'enseignants utilisent ces flashcards pour pré-entraîner les élèves avant de venir en classe. Donc en amont de la classe, on va leur donner les notions clés, partager les notions clés et les amener à se former sur ces notions clés. L'objectif des flashcards, c'est d'amener l'apprenant à s'auto-questionner, à récupérer l'information en mémoire, à générer la réponse et à retourner la carte pour lire la réponse. C'est extrêmement efficace au niveau des apprentissages parce que ça implique un effort cognitif de récupération de l'information, ce qui va impliquer également un travail d'encodage et vraiment d'ancrage de traces mnésiques. Et donc, on a ces flashcards. On a également un quiz avec des vrais-faux, un texte à trous. On a dans ce quiz des questions à choix unique, déglisser, déposer, avec la capacité de voir la correction. On a d'autres flashcards qui sont là des flashcards avec des questions ouvertes. Et donc là, on va à un niveau supérieur d'évaluation de la compréhension et de la connaissance. Encore une fois, l'objectif, c'est d'amener l'apprenant à s'auto-questionner, à récupérer l'information, à amener un effort cognitif qui est désirable et qui est important pour son apprentissage, et aussi faire émerger, par la même occasion, un travail de métacognition, de métamémoire, et l'amener à s'interroger sur qu'est-ce qu'il maîtrise et qu'est-ce qu'il ne maîtrise pas. L'intérêt de ces flashcards, c'est aussi qu'elles permettent de ne pas cristalliser l'erreur. Et donc là, pour les élèves qui sont en manque de confiance ou pour favoriser le besoin de compétences, c'est extrêmement efficace. On a également un résumé avec un petit résumé, les points clés, et un résumé un peu plus détaillé. À la fin de ce livre interactif, de cette capsule e-learning, on a un tableau de bord à destination de l'apprenant qui lui permet de suivre sa progression, de comprendre où est-ce qu'il a eu des erreurs et où est-ce que ça a bien fonctionné. Et donc là, c'est pareil, on travaille sur la motivation, sur l'autonomie, sur le contrôle. On fait également, travailler la métacognition, la réflexion autour de sa maîtrise du sujet, extrêmement important pour le travail d'autorégulation. Donc ça, c'est pour la capsule e-learning. Et toutes les activités qu'on retrouve dans cette capsule sont aussi disponibles de façon individuelle, donc exportables de façon individuelle. Donc si par exemple, je veux partager seulement la vidéo interactive à mes élèves, eh bien c'est possible. Je sélectionne sur la gauche vidéo interactive et j'exporte dans le format de mon choix. Là, les formats ont des noms barbares, mais c'est simplement des formats qui sont compatibles avec les plateformes e-learning type Moodle et Léa qu'on retrouve dans les ENT. Donc, je peux faire ça pour toutes les activités. L'intérêt, c'est de pouvoir faire ses propres scénarios pédagogiques au niveau de sa plateforme e-learning, donc de son LMS. Au niveau des activités, on a également des mots croisés ou des jeux et les mots mêlés. Les mots mêlés, par exemple, il y a des études en psychologie de l'éducation qui prouvent l'efficacité des mots mêlés pour favoriser la curiosité et puis mémoriser les noms très spécifiques, notamment des médicaments, par exemple. Donc ça, c'est pour les activités qu'on génère de façon automatique. Et la particularité de notre outil, c'est qu'on peut absolument tout personnaliser
et que l'enseignant peut modifier tout ce qui a été généré par l'IA. Et ça, c'est un élément essentiel. Vous avez la capacité, le contrôle sur tout ce qui a été généré du début à la fin et de façon illimitée. Donc là, la petite roue, par exemple, ici, permet de personnaliser les activités que nous avons générées. Donc dans le livre interactif, si je souhaite supprimer la transcription, pareil pour la vidéo interactive, retirer le résumé et ne garder que les flashcards et les autres activités, c'est tout à fait possible. Si je décide de ne pas avoir de questions au milieu, c'est possible aussi. D'augmenter le nombre des questions, de réduire ici le nombre de flashcards. Pareil, je peux absolument tout personnaliser. Et ensuite, lorsque je clique sur régénérer, ça me prend seulement quelques secondes pour avoir des nouvelles activités qui prennent en compte ces modifications. L'intérêt, c'est de pouvoir créer ces petites capsules e-learning, créer des versions différentes de ces capsules, ce qui va permettre à l'enseignant, en fonction de sa classe et des groupes de niveau, de pouvoir proposer des activités et une capsule e-learning qui soit adaptée à ses objectifs pédagogiques et aux besoins de ses élèves. Donc ça, c'est pour la personnalisation des activités. Et ensuite, on a un petit crayon qui est le petit crayon magique, on voit là sur la droite, et là, qui va me permettre de modifier toutes les activités, tout le contenu qui a été généré. Donc là, par exemple, au niveau des concepts, ADN a été détecté comme un concept clé. Si je ne suis pas satisfaite de la définition, ou si je veux raccourcir la définition, eh bien, je peux le faire. J'ai sur ma droite la transcription qui me permet de me référer au texte d'origine si j'en ai besoin. Et puis, je peux faire absolument toutes les modifications que je souhaite. Je clique sur sauvegarder et je peux également choisir dans quelle activité je souhaite voir ce concept et je peux également ajouter un nouveau concept. Pour les questions, c'est exactement la même chose. Là, on est sur une activité, on est sur une vidéo de 5 minutes. On a réussi à générer à peu près 70 questions. Et je peux, là encore, modifier les questions, me dire je préfère la version faux. Et puis en fait, non, je préfère même carrément modifier. Je ne veux pas mettre les êtres vivants, je vais mettre simplement les êtres. Voilà. Je peux modifier absolument tout. Et c'est tout l'intérêt de l'outil, c'est de garder l'humain dans la boucle. On a fait un gros travail de conception avec des experts et les enseignants pour s'assurer de garder l'enseignant dans la boucle et de donner cette capacité de modifier absolument tout. C'est pareil pour le résumé. Je peux réordonner les points clés. Je peux également supprimer des points clés. Et je peux ajouter, si je le souhaite, une nouvelle notion clé. Pour le résumé un peu plus détaillé, c'est pareil. Si je souhaite segmenter davantage, parce que je me dis c'est quand même un peu trop long, eh bien c'est possible. Je fais ça, je l'ajoute ici. Et voilà. C'est pareil, je peux réordonner, me dire que c'est mieux comme ça. C'est pareil ici, c'est trop long, je supprime. Voilà. Je modifie comme je le souhaite le contenu, je l'adapte aux besoins de mes élèves et je clique sur générer les activités. Et là, c'est pareil, ça prend quelques secondes pour générer de nouvelles activités. Là, ça devrait être prêt d'une seconde à l'autre. Et l'intérêt de pouvoir modifier, c'est de pouvoir aussi proposer des activités qui sont toujours adaptées aux besoins des élèves et puis surtout de garder le contrôle sur ce qui a été généré par l'IA et de pouvoir mettre sa touche à la génération des activités. Ensuite, on a également les questions de haut niveau qui sont plutôt des questions pour des ateliers. On va demander, par exemple, créer un modèle en 3 dimensions d'une cellule en utilisant des matériaux tels que du plastique, de l'eau et un objet représentant le noyau. Donc, on va proposer aussi des ateliers qui vont permettre aux élèves de s'approprier le contenu et puis surtout de transposer les connaissances qui viennent d'acquérir en regardant la vidéo. Donc là, j'ai fait ça à partir d'une vidéo, mais vous pouvez le faire à partir d'un fichier audio, vous pouvez le faire à partir d'un PDF, absolument, le support de votre choix.
Voilà. Hop. Alors Stéphanie, Merci, Nejma, pour la présentation. Tu es effectivement toujours en pause. Je te propose peut-être de te déconnecter et te reconnecter. Et pendant ce temps, je vais inverser du coup et je vais parler de l'expérimentation qui va être menée sur Léa.fr. Comme tu en es déjà informé, tu perdras aucune information. J'aurai besoin de plus petit. Donc, pendant que Nejma se déconnecte et reconnecte, je vous parle très brièvement de l'expérimentation que nous allons mener sur le portail Léa.fr. Donc, j'ai oublié au départ de la conférence de me présenter. Stéphanie Wiesel-Douman, je suis éditrice au sein des éditions Nathan et plus particulièrement, je travaille pour le portail Léa.fr. C'est un portail qui est destiné aux enseignants de l'école primaire, mais aussi du collège, et pour certains dispositifs, on ouvre aussi au lycée. Il va sans dire que cette expérimentation sur Léa.fr est entièrement gratuite. Vous n'aurez pas à payer d'abonnement pour pouvoir tester. L'idée de cette expérimentation est que, en accord donc avec Knowledge, nous allons ouvrir un certain nombre de licences que nous allons proposer à 3 groupes d'enseignants, un groupe enseignant primaire, un groupe enseignant collège et un groupe enseignant lycée. L'objectif de cette expérimentation sera de vous donner donc accès à l'outil et de vous laisser tester durant une période donnée l'outil, voir ce que vous arrivez à en faire, pour quel. Alors au primaire, ce sont toutes les disciplines, mais au collège, lycée, de voir quels sont les professeurs qui sont le plus intéressés. Nejma est de retour avec l'image extra. De voir comment vous l'utilisez, quelles sont aussi les difficultés que vous rencontrez peut-être hors technique, les besoins d'accompagnement et de formation. Voilà, donc c'est une prise en main d'une certaine manière libre de l'outil, mais accompagnée, puisque tout au long de l'expérimentation, via notre portail Léa.fr, on aura un espace de discussion qui sera entièrement dédié à ce test, et donc vous pourrez librement vraiment y poser vos questions, aussi poster vos commentaires. On préparera avec Nejma un questionnaire en amont de l'expérimentation pour voir un peu votre profil. Tout profil est accepté, il n'est pas nécessaire d'être un expert des outils interactifs ni de l'intelligence artificielle pour participer à ce test. Au contraire, on veut vraiment avoir un panel large d'enseignants qui correspond à la réalité. Donc, un premier questionnaire qui vous sera soumis de façon confidentielle en ouverture d'expérimentation et un deuxième questionnaire qui vous sera soumis à l'issue de l'expérimentation pour là vraiment travailler sur votre retour utilisateur, permettre aussi à l'équipe de Knowledge d'améliorer ce qui peut être, ce qui doit être amélioré et puis de répondre aux problèmes, de voir voilà concrètement quelles sont les autres difficultés que des utilisateurs pourraient rencontrer. Donc à l'issue de cette webconférence, vous recevrez un mail dans les 2 jours à peu près qui vous informera de la mise en ligne du replay. Dans ce même mail, vous aurez une URL qui vous indiquera sur Léa.fr la discussion où vous pourrez vous inscrire. Dernière précision, le test commencera donc pour les inscriptions à côté de la semaine prochaine et les licences seront ouvertes jusqu'à début juillet pour vous permettre de profiter de toute cette fin d'année scolaire pour le tester, que ce soit pas dans la précipitation. Je crois, et on mettra aussi sur le header de Léa pour que ce soit plus facile pour vous pour trouver le lien vers l'expérimentation. Pour l'instant, je vais repasser la parole à Nejma. Et donc, Nejma, nous avons plein de questions. Et donc, je vais commencer à te les poser. Première question, un enseignant du primaire qui n'a pas d'ENT demande comment il peut accéder au contenu qu'il a généré grâce à ton outil. Alors, les activités, en termes d'export, on a la possibilité de partager un lien web. Donc ça, c'est une possibilité. Et autrement, sur certaines activités, on peut aussi imprimer. Donc le glossaire, on peut l'imprimer, par exemple. Les flashcards, dans la prochaine version du produit, on pourra également imprimer les flashcards et les proposer aux élèves en classe directement. On n'est pas dans du numérique à tout prix. Donc plus on avancera dans le développement produit, plus on donnera des possibilités de pouvoir utiliser les activités sans pour autant avoir cet écosystème numérique, ENT, Moodle, voilà.
Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est possible. D'accord, merci. Donc du coup, ça répond aussi à une question d'une participante qui demandait si c'est utilisable avec le Moodle. Donc oui, Oui. ça l'est. Un autre, merci pour cette première réponse. Un autre enseignant demandait, enfin professeur, on n'a pas les profils et c'est pas grave, demandait si il pouvait être plusieurs à utiliser l'outil en même temps et faire des mises en commun. J'ai développé une ressource via Knowledge, mon collègue le fait aussi. Est-ce qu'on peut mettre en commun? Alors, prochaine version du produit, oui, absolument. C'est une demande qui est très récurrente. Merci beaucoup pour la question. Donc, c'est quelque chose qu'on va permettre de proposer de la collaboration entre collègues, entre pairs sur l'outil et partager les ressources créées individuellement à ses collègues. D'accord. J'ai une enseignante, je suppose, qui doit être professeure de langue elle demande si cet outil est adapté pour les cours de langue. Et qu'est-ce que, de par expérimentation déjà faite, qu'est-ce qu'on peut en faire d'intéressant? Alors, la difficulté au niveau de l'enseignement des langues, c'est quand on a deux langues dans un même document. Donc ça, c'est c'est une difficulté qu'on a identifiée et on travaille là-dessus. Et aujourd'hui, on a des enseignants qui enseignent l'italien, qui enseignent l'allemand, qui utilisent la solution. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à vous créer un compte et puis à tester. Sélectionnez 2-3 ressources et voyez ce que ça donne. Voilà, ça fonctionne, mais il faut tester et voir quelle ressource fonctionne le mieux pour vous. D'accord. Est-ce que notre personne demande, tu évoquais en début de webconférence l'expérimentation qui est déjà en cours avec l'Académie de Paris, Versailles, Créteil. Quels sont les premiers retours? Depuis quand cette expérimentation a démarré? Et quels sont les premiers retours, usages dont tu as Oui. connaissance des professeurs? Et puis quel niveau, pardon, aussi. Alors, l'expérimentation, donc la solution a été déployée auprès de 625 lycées. Elle a débuté de façon plus importante à la rentrée au retour des vacances de Noël. Donc, depuis janvier, les enseignants utilisent la solution et donc les retours sont extrêmement positifs. On a beaucoup d'enseignants qui utilisent Knowledge pour créer des contenus et faire de la classe inversée ou même utiliser certaines des activités directement en classe, notamment les flashcards par exemple, ou les jeux pour l'enseignement de la grammaire. J'ai un enseignant qui fait ça fonctionne hyper bien. Donc les retours sont extrêmement positifs. Bien évidemment, c'est aussi l'occasion pour nous de récolter les retours sur les besoins et ce qui ne fonctionne pas côté produit. Et ça, on les intègre tout de suite dans la roadmap pour venir améliorer l'expérience des enseignants et on intègre tout de suite les éléments qu'on nous donne. Et puis sur l'Académie Nancy-Metz, c'est exactement pareil. On a eu des retours très positifs. Notamment d'enseignants en arts plastiques, en français, en SVT. On a des limitations sur les enseignements scientifiques, les mathématiques et la chimie pour l'analyse et la compréhension des formules. Donc ça, c'est une petite limite qu'on a aujourd'hui, que je vous partage. Mais globalement, on a plutôt des retours extrêmement positifs. Le meilleur feedback qu'on m'ait fait, c'est une enseignante à l'Académie Nancy-Metz qui m'a dit écoutez, je vais bientôt à la retraite et je suis rassurée d'avoir un outil comme le vôtre pour pouvoir exercer sur mes dernières années. Donc, c'est vraiment le produit aujourd'hui, il est amélioré, il y a plein de choses qu'on va ajouter, qu'on va faciliter, qu'on va ajuster, mais la proposition de valeur, elle est très vite comprise et les enseignants adhèrent très rapidement à la solution. D'accord. Merci pour ce compte rendu. Autre question technique, l'accès à Knowledge passe-t-il forcément par le GAR et peut-on l'obtenir entre guillemets indépendamment? Alors, on est en cours de référencement dans le Gard. Pour ceux qui font partie des lycées de la région Île-de-France, il y a un lien d'accès dans le cadre de l'expérimentation et là, vous pouvez vous connecter. Et autrement, vous avez un essai gratuit en allant sur le site Knowledge pour tester la solution. On ne vend pas de licence individuelle, on travaille directement avec les régions. Donc, je vous invite à m'écrire si vous avez un besoin très précis. On verra comment on pourra mettre en place une solution pour vous. Alors, comme tu évoques ce point, j'ai eu plusieurs fois la question, donc je te la pose. Au-delà donc de cet essai gratuit, si l'enseignant est intéressé, donc que ce soit du primaire en lien avec la commune, collège ou lycée, comment
peut-il obtenir une licence? Quelles sont les démarches? Eh bien, il faut nous écrire. S'il a d'autres collègues qui seraient intéressés par la solution, nous, c'est des arguments supplémentaires pour ensuite aller débloquer des budgets au niveau des communes pour les collèges et pour l'école primaire. C'est ce qu'on a fait par exemple sur l'Île-de-France. On a commencé avec les lycées, puis il y a les enseignants du collège qui sont venus nous voir en nous disant bah, nous aussi. Et là, on est en train de déployer une expérimentation, enfin en tout cas de débloquer une expérimentation pour les professeurs au collège. Donc, écrivez-nous et embarquez vos collègues pour qu'on puisse, nous, avoir la force de convaincre les décideurs. Merci Najma. Autre question qui n'a rien à voir. Est-il possible d'insérer des illustrations dans les cours et qu'elles soient ensuite exploitées? Alors, aujourd'hui, sur Knowledge, ce n'est pas possible d'ajouter des illustrations. Dans la prochaine version, on ajoutera cette possibilité d'ajouter des questions, d'ajouter des images. Néanmoins, si vous avez la plateforme Elea, donc qui est Moodle, mais pour version, en tout cas sur l'Île-de-France, c'est ce que vous avez, il y a le plugin H5P interactif et qui vous permet de personnaliser encore davantage les activités, d'ajouter des images, d'ajouter des vidéos, de faire absolument ce que vous souhaitez. Donc, il y a des solutions alternatives si vous souhaitez ajouter des images. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur la plateforme telle qu'on la présente aujourd'hui, c'est pas possible. Mais sur les plateformes LMS, vous avez cette possibilité. D'accord, merci. Est-ce que, une fois que j'ai exporté le contenu, il est possible de lui mettre un habillage qui serait, par exemple, aux couleurs sigles de l'école ou comment ça se passe? Parce que là, on a vu dans la démonstration que ça reste une présentation qui est très sobre et qui est voilà Oui. impersonnelle, mais je comprends que c'est volontaire. Exactement. Alors, pareil, sur la version 2 du produit, on va pouvoir proposer de la personnalisation, donc au niveau des couleurs, l'intégration de logos, l'intégration aussi de signatures. Si moi, en tant qu'enseignante, je crée un contenu et que je veux laisser ma signature sur ce contenu, je vais pouvoir le faire. On va également proposer la possibilité d'augmenter la taille de police, aussi pour des questions d'accessibilité. Et donc, ça, c'est des choses qu'on va mettre en place pour la version 2 du produit. Et autrement, encore une fois, sur la plateforme Elea ou sur Moodle, vous avez le plugin H5P qui vous permet de personnaliser si vous souhaitez le faire dès maintenant. D'accord, merci. Une autre personne pose la question suivante. Est-ce que l'outil permet de générer des activités avec, par exemple, des schémas à légender, des cartes à compléter ou des frises à dater? Ça ressemble à un professeur d'histoire ou de géographie. Alors oui, il y a des activités H5P, si vous connaissez bien H5P, il y a des activités frises chronologiques et plein d'activités avec des images où on peut glisser, déposer. Donc on travaille, on a des prototypes pour ces activités-là qui ne sont pas encore poussés sur la version de Knowledge qui est disponible aujourd'hui. Et donc ce qu'on est en train de développer, c'est une technologie de reconnaissance d'image pour pouvoir détecter le texte dans un schéma par exemple et de proposer des activités de glisser-déposer. Donc, long story short, c'est en cours, nous avons des prototypes et on travaille pour intégrer ça dans la version 2 et proposer ces activités de carte mentale, de schéma avec des glissés-déposés, de frises chronologiques. On a même une activité qui est un jeu avec une carte globale, avec des activités, un parcours. Donc ça, c'est des choses qu'on va intégrer dans les développements futurs et la version future du produit. C'est génial, il y a de bonnes idées. Hein. Une précision qui est demandée sur le lien entre, là c'est assez technique aussi, mais je pense que notamment pour les enseignants du primaire qui ne sont pas du tout familiarisés avec ces outils, c'est important de bien revenir dessus. Le rapport entre donc ce qui va être généré par l'outil au sein de la solution Knowledge, puis dont tu parlais avec H5P, quels sont les liens, comment ça se passe? Est-ce que tu peux expliquer aussi un peu pour notamment le primaire, qu'est-ce que c'est que ce H5P? Alors, H5P, c'est simplement un format, comme le format PowerPoint, comme le format PDF, et c'est un format qui est compatible avec certaines plateformes, dont la plateforme Moodle, dont la plateforme Elea et d'autres plateformes sur le marché. Donc, c'est simplement un format qui permet de partager le contenu sur ces plateformes-là. Si vous n'avez pas ces plateformes-là à disposition, on génère aussi un petit lien, donc un lien web. C'est ce que je vous ai montré à l'écran, c'est un lien web. Et donc, vous pouvez partager ça à vos élèves et ils auront accès à l'activité à partir de ce lien. L'avantage de passer par Moodle ou les plateformes e-learning, c'est de pouvoir récupérer
les données des apprenants et de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait, est-ce qu'ils ont consulté l'activité, est-ce qu'ils ont cliqué, est-ce qu'ils ont été au bout. Donc, c'est ce que permet les formats H5P, c'est un nom un peu barbare, mais c'est simplement, comme je disais, un PDF ou un PowerPoint qui sont importés sur ces plateformes learning. D'accord. Du coup, ça amène à la question suivante que j'ai vue aussi. Est-ce que pour ceux qui seraient potentiellement intéressés, donc via ensuite les départements, etc., est-ce qu'il y a des tutos qui sont développés pour accompagner les nouveaux utilisateurs? Et là, je pense aussi notamment au niveau primaire qui est quand même moins familiarisé avec ce type d'outil pour l'instant. Alors oui, c'est un travail qui est en cours. On va vous faire des tutoriels pour absolument chacune des étapes de Knowledge, vous présenter comment les exporter sur les plateformes. Et puis aussi, on va, au niveau de l'expérience utilisateur, améliorer l'interface pour vous faciliter ce travail de partage des activités. C'est quelque chose, on est très sensible à ça. Lundi, j'étais en atelier avec des enseignants sur l'Académie de Versailles. On a fait un gros travail là-dessus. J'ai pu collecter tous les feedbacks. L'équipe tech est déjà sur le sujet. L'avantage, c'est qu'on est une start-up et que donc, dès qu'on identifie des points de friction ou points bloquants, on peut travailler dessus. Donc, si vous avez des besoins spécifiques, il faut absolument que vous puissiez me les partager et je les prendrai, enfin, j'en tiendrai en compte avec grand plaisir et ferai en sorte que l'équipe puisse y répondre. Merci. Autre question, on change à nouveau de sujet. Pour donc un établissement qui aurait un abonnement, le jour où l'abonnement s'arrête par malheur, est-ce que les élèves peuvent toujours accéder aux ressources qui ont déjà été créées via les liens générés ou est-ce que tout s'arrête? Alors, la particularité de l'outil, c'est que étant outil auteur et en donnant la capacité d'exporter les fichiers SCORM et H5P, une fois que vous téléchargez ces fichiers-là, vous les gardez et c'est increvable, ces trucs-là, et c'est pour ça qu'on les génère aussi. Donc, même si on disparaît ou s'il n'y a plus de licence, vous avez toujours, je vous invite vraiment à télécharger ces fichiers SCORM, même si vous ne les utilisez pas tout de suite, vous allez peut-être être amené à pouvoir, vous allez peut-être avoir ensuite accès à un LMS, à une plateforme e-learning, et vous allez pouvoir utiliser ces fichiers-là. Donc, tout ce qui est généré, quand c'est téléchargé sous format SCORM ou H5P, vous le gardez ad vitam aeternam. Voilà, pour toujours. Voilà, rassuré. C'est l'avantage. Deux questions en rapport avec les élèves. La première, c'est pour la partie RGPD que vous avez certainement prise en compte. Comment est-elle respectée? Alors, encore une fois, le positionnement en tant qu'outil auteur est extrêmement important sur les questions du respect des données. On ne manipule aucune donnée sur les élèves. Donc, nous, les élèves ne viennent pas sur notre plateforme et on ne récupère aucune information sur les élèves. Tout se passe au niveau des plateformes e-learning, Moodle, Elea et autres. Donc, nous, on n'y touche pas. Les données sont stockées en Europe, à Dublin. Et tout ce qui a été généré, tous les documents qui ont été importés sur la plateforme Knowledge ne sont absolument pas utilisés pour entraîner les modèles d'IA. Et donc ça, c'est quelque chose qui a un coût pour nous aujourd'hui. C'est aussi quelque chose où on a dû payer notre provider pour assurer que tout ce qui était injecté dans Knowledge n'était pas utilisé pour entraîner leur modèle. Donc ça, c'est une chose qui est extrêmement importante. Et puis, plus on avancera dans le développement produit, plus on utilisera des modèles souverains, open source. Voilà, c'est un gros sujet pour nous. Et on a un gros déploiement sur l'Europe qui arrive. Donc, ça nous tient à cœur de faire attention à ces questions-là. Merci. Une question sur l'adaptation. Est-il prévu d'avoir la possibilité d'associer les contenus générés par Knowledge aux différents profils des élèves, par exemple un déficient en lecture qui a été repéré en amont? Alors, dans la prochaine version, à s'adapter à ses besoins. Je n'avais pas fini la question, excuse-moi. Alors, dans la prochaine version de Knowledge, on va pouvoir en entrée donner plus d'indications à l'IA, notamment le niveau de langue. Donc, par exemple, si on a un élève qui a des difficultés au niveau de la lecture, on ne va pas forcément lui proposer un langage qui est trop complexe. On va pouvoir, à partir d'une source,
déterminer le niveau de langue à utiliser. On va pouvoir intégrer les objectifs pédagogiques et dans les activités qu'on générera, on va aussi permettre de personnaliser les activités en augmentant la police, en réduisant la police. On va aussi générer des activités qui vont intégrer de l'audio, qui vont permettre aussi, donc les flashcards, on aura aussi des flashcards avec de l'audio et donc on va pouvoir avoir du multimodal et faciliter l'accès à certains élèves qui ont des besoins plus spécifiques. Et là, c'est pareil, si vous avez des idées très précises, si vous avez des besoins encore plus spécifiques, il faut absolument que vous nous partagiez ces éléments-là pour qu'on puisse les étudier et puis investiguer et intégrer dans la roadmap si c'est possible. Merci. Autre question qui revient sur Moodle. Si je crée une activité, puis-je alors l'intégrer à une séquence Moodle? Si on crée une activité, peut-on l'intégrer à une séquence Moodle? Oui. C'est ça? Oui. C'est absolument ce que vous devez faire. C'est tout l'intérêt. C'est exactement ce qu'il faut faire. Sur Moodle, vous avez votre section, votre parcours. Et donc, l'intérêt de l'outil, c'est de pouvoir se dire, j'ai mon parcours, j'exporte la vidéo interactive et je l'intègre dans une séquence pédagogique sur Moodle. C'est le workflow, c'est le parcours habituel quand on utilise Knowledge. D'accord. Alors, je pense que c'est une question qui est un peu le prolongement. Est-ce que les fichiers générés sont modifiables sur nos ENT? Il y a toujours cette inquiétude, même si la licence n'est pas renouvelée. Oui. Sur les ENT, si vous avez Elea notamment, vous avez le plugin. J'ai pas le droit de vous le montrer, sinon je l'aurais fait. Mais c'est quelque chose que j'ai montré aux enseignants et ils ont été tout à fait, ils ont été bluffés. Donc sur le NT, vous sélectionnez H5P plugin que vous devez avoir probablement et puis là vous pouvez tout modifier. D'accord. Merci. Autre question, là elles arrivent maintenant à toute vitesse. Peut-on mettre les activités dans un digipad? Eh bien, on révise toute la technologie. Et oui, et là ça me parle pas. Digipad. Alors bon, Je connais pas. personne se reconnaîtra. Si elle peut nous donner des précisions, je reposerai volontiers la question. On a besoin d'informations complémentaires. Autre question, pourra-t-on générer des activités qui tiendraient compte des compétences que l'on souhaite travailler pour ces mêmes activités à partir d'un contenu fourni? Oui. Par exemple, Dans la réaliser un prochaine version. graphique, réaliser un tableau, pardon. Je lisais en même temps la question, Ouais. bien d'être sûr de la comprendre et de la dire correctement. Alors oui, c'est quelque chose sur lequel on travaille, l'intégration des objectifs pédagogiques, mais aussi des programmes scolaires avec les compétences qu'on cherche à développer pour pouvoir rattacher les activités à une compétence précise dans un premier temps, et ensuite, à partir des compétences, générer des activités. Donc, c'est des choses sur lesquelles on travaille. Ça prend du temps, c'est pas si évident que ça, hein. Généralement, même quand on le fait manuellement, c'est assez laborieux, mais ça fait partie de la roadmap et on est déjà en R&D sur ce sujet. D'accord. Très, très Alors, bon point, entre-temps, oui. Digipad a amené les réponses de plusieurs personnes. Merci, vous êtes tous senti investis de cette question et donc vous nous apportez des informations complémentaires. Donc, Nejma, que je t'explique. Le Digipad est un Padlet proposé par le site La Digitale. Et du coup, la personne qui posait la question pour Digipad la reformule différemment. Peut-on mettre sur un Padlet comme lien, par exemple? Bah, ok, là je vois la question et puis eh bien merci pour la question et puis je remercie Serge qui a répondu. Le fichier H5P généré peut être intégré dans un DigiQuiz. Donc le fichier H5P. Honnêtement, je connais pas du tout l'outil, mais je fais confiance à Serge. Et donc l'activité peut être intégrée dans le Digipad. Et puis on a différents formats. Les formats d'export qu'on génère sont, on a le code embed qui permet d'embedder, on a le lien, on a l'export. Donc a priori, ça devrait fonctionner, mais nous avons la confirmation de Serge. Merci. Je regarde dans les questions. Est-ce que l'intégration sur Teams, donc c'est la suite Microsoft, on fait la publicité pour plein de marques, est possible? Alors on développe actuellement un plugin Teams. Donc un plugin Knowledge dans Teams, ce qui vous permettra d'être directement, de pouvoir utiliser Knowledge dans Microsoft Teams. Donc ça, c'est en cours.
J'ai grand espoir pour que ce soit prêt d'ici fin avril, mais je vous tiendrai informé de l'avancement des développements sur cette question. Merci. Autre question, alors bon, je pense connaître la réponse, mais je la pose pour en être certaine. Pourra-t-on tester la plateforme depuis l'étranger? Alors si c'est, du coup je la comprends en deux sens, si c'est sur Léa.fr, oui bien sûr, et pour Knowledge, je pense que où qu'on soit dans le monde, on peut l'utiliser, ou est-ce qu'il y a Oui. des restrictions? Aucune restriction. Pour l'instant, et puis on a une belle communauté d'enseignants partout, en passant par l'Asie, par Middle East, les États-Unis. On a vraiment de tout le monde. Parfait. Alors Nejma, je crois que nous avons fait le tour des questions qui ont été posées, parce qu'il y en avait pas mal quand même qui étaient sur la façon d'accéder ensuite au contenu, les offres d'abonnement, et ça tu y as répondu. Donc du coup, s'il n'y a pas de nouvelles questions qui arrivent, je propose de mettre fin à cette webconférence. Nejma, je te remercie beaucoup pour la présentation et les réponses à toutes ces questions. Nejma et moi vous donnons rendez-vous à partir de la semaine prochaine sur Léa.fr pour donc expérimenter avec vous l'utilisation de cet outil. Dans l'emailing pour le replay, vous aurez le lien pour avoir les informations pour ceux qui sont intéressés pour participer à cette expérimentation. On vous espère nombreux de tous les niveaux, et on peut lire aussi de différents pays, puisque avec le numérique, tout est possible. Nejma, je te remercie. Je ne sais pas si tu as un mot de la conclusion que tu veux dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphanie, et merci à tous pour vos questions qui étaient extrêmement pertinentes. J'ai laissé mon adresse email, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions complémentaires, si vous avez des retours. J'ai vu des petits messages où il y avait effectivement des points, des limites identifiées ou autres. Vraiment, j'insiste, écrivez-moi et je prendrai grand plaisir à répondre et au moins à partager ces éléments que vous partagerez à notre équipe en interne. Merci beaucoup. Merci Nejma pour cette webconférence. Merci à vous tous pour vos participations nombreuses. Le replay devrait être disponible dans les prochains jours, parce que j'ai vu que certains étaient arrivés, ils l'ont dit en retard et qu'ils voulaient écouter le début. Il n'y aura pas de souci. Merci à vous tous, bonne soirée, et puis merci de vos messages enthousiastes à la fin. La webconférence semble avoir beaucoup plu. Merci, bonne soirée, au revoir. Merci.